Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui va traiter de l'ECG. Donc, dans cette capsule, je vais vous montrer un petit peu en quoi consiste un ECG, donc l'électrocardiogramme, et on va vous montrer un petit peu comment analyser de façon très simple l'ECG. Donc, évidemment, c'est extrêmement simplifié dans mon cours. Si vous travaillez un jour en cardio avec des cardiologues, ou si vous lisez un petit peu les différents livres dédiés à l'ECG, vous allez voir que l'analyse d'un ECG est extrêmement complexe. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je veux bien vous montrer. Mais c'est vraiment pour avoir une petite idée de base de quelle information qu'on peut aller chercher. Et surtout, mon objectif principal, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'on a vu en capsule théorique. Donc, à partir de ces capsules-ci, je prends pour acquis que vous êtes à l'aise avec les capsules sur le cœur. Donc, vous êtes très à l'aise avec le cycle cardiaque, systole, diastole, les 5 phases qu'on a vues, et le système cardio-nectar avec les différents nœuds, les différents éléments, différentes étapes pour propager les flux nerveux, les flux électriques. Et tout ça, on va essayer de corréler, faire une espèce de lien entre le cardio-nectar, les événements mécaniques de la contraction cardiaque, exemple pendant la systole, et le CG. C'est ça mon objectif en fait, c'est de corréler un peu l'aspect électrique et l'aspect mécanique à partir d'un tracé de CG. Donc, évidemment, si vous ne maîtrisez pas encore les éléments que je viens de mentionner, bien, ce serait peut-être une bonne idée de revoir ça avant de comprendre le CG. Et d'ailleurs, je vais le réviser très vite, mais je ne peux pas refaire le cours au complet sur la systole, diastole, le système cardio-nectar. Donc, c'est juste pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais sinon, allez revoir les autres capsules pour que ce soit clair en tête, là, si ce n'est pas le cas. Donc, on se souvient, systole auriculaire, ça veut dire contraction des oreillettes. Systole ventriculaire, c'est évidemment une contraction des ventricules. La diastole, c'est un relâchement. Okay? Donc, on pouvait diviser un cycle cardiaque complet en 5 phases. Donc, il y avait la systole auriculaire, le début de la systole ventriculaire, la fin et tout ça. Donc, avec tous les jeux de pression, d'ouverture, fermeture des valves, déplacement du sang. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez revoir la capsule ou étudier vos notes pour regarder ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va revenir avec ces différentes étapes et comprendre en quoi le CG va permettre justement contraction des oreillettes ou relâchement et en quoi va affecter le système cardio-nectar. Okay? Donc, ça, c'est la première chose à réviser. Et en gros, c'est quoi un ECG? Hein? C'est simplement des électrodes que je vais placer que vous placez en fait sur le corps du patient. Et en laboratoire, souvent, on le fait avec les étudiants. Souvent, ce que je demande en labo, c'est que vous le faites au repos, puis ensuite, on compare avec à l'effort, puis on essaie de voir les différences un petit peu. Mais en gros, vous placez des électrodes à des endroits stratégiques et vous allez mesurer des signaux électriques. Et ces signaux électriques-là sont en fait associés à l'activité électrique du cardio-nectar. Donc, le système cardio-nectar qu'on a déjà vu avec le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire et tout ça, vont faire des signaux électriques. Et ces signaux électriques, vous aviez étudié avec moi dans une autre capsule, ben, le jeu de sodium, potassium, calcium et tout ça va faire en sorte qu'on favorise des signaux de type dépolarisant ou au contraire, on repolarise pour retourner au repos. Et le CG, c'est ça que ça va vous permettre de mesurer. Vous allez reconnaître, vous ne pouvez pas mesurer l'effet du calcium ou du potassium, mais vous allez pouvoir regarder les ondes électriques sur un tracé qui ont un aspect caractéristique. Et vous allez être capable de déterminer si c'est un onde responsable de la contraction ventriculaire ou auriculaire, ou au contraire, c'est une onde repolarisante qui me permet de revenir au repos avec le potassium. C'est un peu ça l'objectif d'aujourd'hui. Et le système cardio-nectar qu'on a vu, donc on se souvient qu'il y avait 2 nœuds. Puis là aussi, allez revoir la capsule, je ne peux pas le revoir en détail, mais si c'est clair, parfait. Sinon, souvenez-vous, hein, on commençait le premier courant électrique ici dans le nœud sinusal, qui partait la première information. Cette information électrique, qui va être mesurable sur le CG tantôt, va descendre par les tractus internodaux. On va stimuler, en fait, on va dépolariser les oreillettes, on stimule leur contraction. Éventuellement, les signaux électriques vont suivre le cardio-nectar tout au long des différents éléments, particulièrement le faisceau auriculo-ventriculaire ici, qui va permettre une dépolarisation, donc une excitation des cellules musculaires dans le haut des ventricules, et éventuellement va descendre dans les myofibres ici pour poursuivre cette excitation dépolarisante des ventricules, ce qui permet la systole ventriculaire. Puis ensuite, on va faire un signal électrique repolarisant qui va me permettre de relaxer, relâcher les cellules
musculaire au niveau des ventricules. Donc, ça sera une diastole ventriculaire. Alors, ce système-là, même si on ne va pas le voir directement, mais ces événements-là que vous connaissez, on va essayer de les reconnaître sur un tracé d'ECG. Donc, à quoi ça ressemble un ECG après avoir branché votre patient avec les électrodes? On va mesurer les différents courants électriques. Okay? Donc, première des choses, il y a des courants électriques qu'on dit dépolarisants. Donc, quand c'est une dépolarisation, ça veut dire qu'on excite la cellule musculaire et on provoque sa contraction. Donc, quand on dépolarise, c'est pour contracter. On fait une systole cardiaque, que ce soit aux oreillettes ou aux ventricules. Et quand on repolarise, ceux qui se souviennent, c'est un retour au repos. Et là, dans ce cas-là, c'est pour relaxer les cellules musculaires. On revient à la diastole. Premièrement, l'onde P que je montre ici, donc vous voyez, ça fait une espèce de bosse comme ça ici. Ça, c'est le début. Okay? Ça, c'est le début de la contraction cardiaque et la fin est ici. Donc, tout ce que je vais vous décrire ici correspond en fait à un battement cardiaque. Si vous avez 60 battements minutes, on va répéter ce tracé-là 60 fois dans la minute. Okay? Donc, ça, c'est comme une contraction cardiaque. Pour une contraction, on commence toujours avec la... Donc, ici, on a un tracé plat. Et la première bosse que vous voyez, ça, c'est un signe de dépolarisation. Ça correspond à la dépolarisation des oreillettes. Donc, le début en pointillé jusqu'à la fin ici, c'est l'onde P. Okay? La bosse qui est ici. Et évidemment, la dépolarisation des oreillettes correspond à une systole auriculaire. En fait, je vais vous le montrer plus clairement sur le prochain dessin, mais c'est le signal électrique qui va stimuler la contraction des oreillettes. Okay? C'est juste un petit signal qui se produit, qui va stimuler les cellules musculaires au niveau des oreillettes et qui va précéder la contraction des oreillettes. Okay? Donc, c'est vraiment ce signal-là qui va exciter. Ensuite, après l'onde P, on voit ici, bon, il y a un autre tracé plat, et quand ça redescend, et ça fait une espèce de triangle ici, qui est illustré par la lettre QRS. Les trois vont ensemble, fait comme une pointe comme ça. On appelle ça le complexe QRS. Il y a deux événements qui se passent ici. Donc, premièrement, la pointe que vous voyez, le complexe QRS, c'est le signal électrique qui va précéder la contraction des ventricules. C'est en fait la dépolarisation. Donc, c'est un signal au niveau du cardionecteur qui va se déplacer, exemple, au niveau des faisceaux, des myofibres de conduction et tout ça, qui va stimuler la contraction des myocytes au niveau des ventricules. Et ça prend donc cette forme triangulaire. C'est très facile à voir. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'en même temps, ceux qui se souviennent bien, je vous disais, bien, pendant que les ventricules se contractent, systole ventriculaire, bien, au début de ta systole ventriculaire, il y a un autre événement aussi, il y a la diastole auriculaire. Donc, les oreillettes qui sont précédemment contractées ont eu le temps de se relâcher. Et en fait, pendant le complexe QRS, oui, on va favoriser une contraction des ventricules, mais en même temps, les oreillettes se relâchent. Et donc, il y a également un signe électrique, un signe, je me suis mal exprimé, je m'excuse, un signal électrique qui permet une repolarisation des oreillettes. Donc, ce que ça dit, c'est qu'en même temps que les oreillettes se relâchent et qui se repolarisent et qui se relâchent, on va en même temps stimuler par dépolarisation, donc un signal électrique dépolarisant, la contraction des ventricules. Donc, il y a deux événements qui se passent en même temps. Et ça, c'est un rappel de ce qu'on avait étudié en classe. Mais au point de vue électrique, il y a deux signaux électriques ici qu'on ne voit pas malheureusement. On en voit juste un. Donc, dans ce cas-ci, tu as le complexe QRS, qui est la dépolarisation des ventricules. Mais en arrière, c'est masqué par le complexe qui est extrêmement important. Ce qu'on peut imaginer, on ne le voit pas, mais on pourrait imaginer une petite bosse ici qui correspond à la repolarisation des oreillettes. Donc, il y a une onde qui n'existe pas parce qu'elle est masquée, elle est cachée, mais qui doit se produire, on la devine, qui va contribuer à la relaxation des oreillettes. Donc, si on s'est contracté après l'onde P, évidemment, ensuite, on relâche l'oreillette, sauf que vous ne la verrez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lettre pour ça. Mais c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Donc, il y a également une onde de repolarisation des oreillettes pour le retour au repos,
mais on ne la voit pas sur un ECG parce qu'elle est masquée par le QRS. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas sur le tracé qu'elle n'existe pas. Les arêtes vont se relâcher au même moment que les ventricules se contractent. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici en mauve. Et le dernier élément, c'est l'onde T. Donc, l'onde T, c'est pour repolariser les ventricules. Donc, ici, on va le voir. Fait que si je reviens ici, avec un tracé net, pour qu'on se soit plus clair, l'onde T, qui commence entre les deux pointillés ici, qui se termine, tout ça ici, c'est un onde de repolarisation des ventricules qui permet de relâcher les ventricules. Donc, concrètement, j'ai l'onde P qui dépolarise les oreillettes, favorise leur contraction, QRS qui dépolarise les ventricules, et l'onde T qui repolarise les ventricules, donc qui relâche les ventricules. Puis l'onde qui repolarise les oreillettes, on ne la voit pas. Donc techniquement, ces ondes électriques correspondent aux événements mécaniques. Contraction des oreillettes, contraction des ventricules, relâchement des ventricules. Par contre, même si les oreillettes se relâchent ici, on n'a pas le signal électrique visible. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important à voir sur un tracé de CG. Mais en même temps, à part des bosses comme ça, on a des segments et des intervalles. Donc, les segments, c'est quoi? C'est en fait des tracés qui sont plats. Okay? Donc, au lieu d'avoir des bosses, c'est des petits tracés plats. Et il n'y a pas de variation électrique pendant les segments. Et généralement, si je regarde avec vous les principaux segments qui m'intéressent, exemple le segment PQ. Donc, à la base du P, ici, j'ai un tracé, donc après l'onde P, ici à la base, et ici, avant que le Q commence, pour le QRS, j'ai un tracé plat. Donc, il n'y a plus de variation électrique. Et ça correspond vraiment physiquement à la contraction des deux oreillettes, la droite et la gauche. Donc, tantôt, quand je vous disais que l'onde P, c'était pour dépolariser l'oreillette, droite et gauche, c'est vrai. C'est le signal du cardionecteur qui va exciter les cellules musculaires de l'oreillette. Mais évidemment, ça se fait toujours un petit peu avant la contraction musculaire. Souvent, vous pensez que c'est en même temps, mais il y a un délai en fraction de seconde. Je dois dire, exemple, vous levez la main, vous dites au muscle de votre biceps, du bras droit, de se contracter, mais il y a un délai entre le cerveau et le bras. Je dois envoyer des influx nerveux du cerveau vers le muscle pour pouvoir contracter. Et ensuite, le muscle contracte. C'est la même chose avec les myocytes, les cellules musculaires du cœur. Donc, je commence au cardionecteur par faire une onde P de type dépolarisant. Donc, c'est un signal électrique dépolarisant. Ça veut dire qu'il excite la contraction musculaire des oreillettes. On stimule d'un point de vue électrique au niveau des cellules musculaires, mais c'est ici que la contraction se fait. Là, il n'y a pas de variation électrique parce que les cellules sont présentement contractées. Donc, le segment PQ correspond à la durée où vos oreillettes sont contractées et on déplace le sang vers les ventricules. Et l'onde P au préalable, c'était simplement la stimulation électrique qui permet ça. Même chose, QRS à la diapo précédente, je vous expliquais que c'était le signal électrique de dépolarisation des oreillettes, donc on va, des ventricules. Donc, on va stimuler la contraction des ventricules, mais c'est après qu'on va contracter les ventricules. Donc, QRS, le complexe QRS, c'est un signal électrique dépolarisant qui excite la contraction des cellules musculaires des ventricules. Et la contraction va suivre après. Donc, le tracé plat ici, que j'appelle le segment ST, donc entre le point S et T ici. En fait, on peut parler plus de la base ici. Donc, il n'y a pas de variation électrique ici. Pourquoi? Parce que ça correspond à l'aspect mécanique des ventricules qui sont contractés. C'est à ce moment, donc pendant cette durée de contraction, c'est là qu'on chasse le sang vers l'aorte, si vous êtes dans le ventricule gauche, ou le tronc pulmonaire, si vous êtes dans le ventricule droit. Donc, c'est là qu'on expulse le sang à l'extérieur. Alors, QRS est extrêmement important parce que si vous n'avez pas de variation électrique, il n'y a pas de stimulation des cellules musculaires, donc il n'y a pas de contraction. Mais sur le CG, ça vous dit que QRS, c'est le signal dépolarisant qui contracte. Et vos ventricules restent contractés pendant cette durée. Donc, il y a une échelle de temps qu'on ne voit pas ici qui vous indique la durée de la contraction. Et ensuite, on va déclencher un autre signal électrique. Donc, on voit une autre variation. Ce n'est plus un tracé plat. L'onde T, qui est en fait l'onde repolarisante qui va permettre la relaxation, le relâchement des cellules ventriculaires, des cellules musculaires des ventricules. Donc, suite à ce signal-là, ici, on est vraiment à une diastole où on va relaxer
le ventricule n'est plus en contraction, il est relâché complètement. Donc, les deux segments sont extrêmement importants. Les variations PQRS et T aussi. Leur signification, bien sûr, et leur reconnaissance sur un tracé. C'est les deux types d'informations que je veux que vous soyez à l'aise. Pour l'intervalle PQ, l'intervalle QT. C'est quoi un intervalle? C'est plus qu'un segment, en fait. Un intervalle inclut tout. Il va inclure le segment. Donc, on inclut le segment et la variation électrique. Donc, quand on vous dit l'intervalle PQ, ça inclut le signal de dépolarisation électrique, en même temps l'événement mécanique. Donc, c'est tout ça ici. Donc, c'est une information supplémentaire. C'est le tout. Donc, en fait, l'onde P, ça me donne la durée de l'information électrique qui stimule les cellules musculaires. Le segment PQ me donne la durée de la contraction mécanique, de la systole, en fait, auriculaire. Mais quand je parle de l'intervalle, ça inclut la durée de la contraction et de la stimulation électrique. C'est la même chose pour l'intervalle QT. Donc, ça inclut la durée de la stimulation électrique et la contraction ventriculaire. Donc, c'est comme la durée totale de tout ça. Et là, vous avez, c'est pas mal ça que je veux que vous soyez capable d'analyser sur l'ECG, en fait. Maintenant, cette diapo-là est intéressante dans votre manuel parce qu'elle va justement corréler ce qui se passe au niveau du cardionecteur qui est dessiné en jaune versus l'ECG. Donc, là, j'ai tenté de le faire le mieux possible à la dernière diapo, mais c'est beaucoup plus clair ici. En rouge, le signal excitateur de dépolarisation, donc qui va favoriser une contraction musculaire. Puis en vert, on repolarise, on revient à la normale. Donc, l'onde P ici, c'est quoi? C'est l'onde de dépolarisation des oreillettes. Donc, on voit au nœud sinusal, on commence à stimuler les cellules cardiaques au niveau de l'oreillette, donc des myocytes cardiaques. C'est un signal de dépolarisation, donc on part du nœud sinusal, ce qui correspond à l'onde P ici, et elle va se propager, cette onde de dépolarisation, vers le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, on ne les voit pas bien ici, mais il y a les tractus internodaux qu'on a déjà discuté, qui va propager l'information en rouge, si vous voulez, dépolarisante, vers l'ensemble des cellules des oreillettes. C'est pour ça que ce signal électrique-là va faire en sorte par la suite, on va, ce que je pointe par la flèche, provoquer la contraction de l'oreillette. Donc, à ce moment-ci, les oreillettes sont contractées, donc ici. Ensuite, on veut les relâcher, donc on ne peut pas toujours être contracté. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a coloré le signal en vert qui représente la repolarisation pour le retour à la normale. On relâche les oreillettes, sauf qu'ici, ça correspond à l'équivalent du QRS. Mais ce n'est pas le QRS, c'est un signal qui est en arrière, mais il est masqué, il y a une petite bosse en arrière. Okay? Donc, on ne la voit pas. On ne peut pas l'analyser sur un ECG, mais l'événement mécanique se fait pareil ici. Et là, on relâche, c'est là qu'il y a sortie de potassium et qu'on ramène les cellules à la normale. Donc, les oreillettes sont relâchées. Maintenant, le QRS, en même temps qu'on repolarise, qu'est-ce qu'on voit? Bien, il y a une dépolarisation des ventricules qui se fait. Et cette dépolarisation, donc, va stimuler le haut des ventricules par les faisceaux auriculo-ventriculaires et éventuellement par les myofibres de conduction aussi. Et une fois que tout ça est dépolarisé, c'est là qu'il y a vraiment contraction du ventricule. Donc, l'ensemble des myocytes ventriculaires sont contractés. Et le QRS ici en bleu, c'est le signal qui précède, le signal de dépolarisation qu'on voit ici, là, qui est en train de se propager, qui favorise donc la contraction des cellules musculaires ventriculaires. En même temps, il faut revenir à la normale. Donc, on voit en vert également, toujours par les myofibres de conduction, la repolarisation qui va se faire, sortie de potassium, donc ce qui correspond à l'onde T. Et c'est à ce moment-là qu'on est complètement relâché. Et en fait, ici, c'est l'équivalent de la diastole, l'étape 5, en fait, la diastole auriculaire et ventriculaire. Les oreillettes, comme le ventricule, sont complètement relâchées. Si vous vous souvenez, c'était là qu'on avait le remplissage passif des ventricules et tout ça. Donc, ça, c'est une autre histoire que vous avez déjà discutée, mais en gros, cette diapo-là est extrêmement importante parce qu'elle vous permet comme ça de faire le lien entre un tracé de ECG, votre analyse et ce qui se passe au niveau du cardionecteur qu'on avait déjà étudié en classe. Si vous faites un tracé en laboratoire, ça ressemble à ça. Donc, évidemment,
Ça, c'est un vrai ECG en passant qui a été fait chez un étudiant. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs bosses. Et là, ça vous mélange parce que là, je ne vous ai pas montré ça, une double bosse. Mais en fait, c'est parce que c'est la fin d'une contraction et le début. Donc, le truc que je vous donne pour vous mélanger, c'est tout le temps d'identifier le complexe QRS. Ici, si je regarde l'ensemble des bosses, QRS, on ne se trompe pas trop, ça fait une grande pointe. Donc, on sait qu'ici, à la base, ça va être le QRS. Et ensuite, une fois que vous avez vu ça, bien, la première bosse que vous avez à gauche, c'est l'onde P, hein, pour dépolariser les oreillettes. QRS pour dépolariser les ventricules. Et la bosse qui est immédiatement à la droite, c'est l'onde T pour repolariser. Entre le P et le T, tout ça, ça correspond à un battement cardiaque. Pourquoi j'ai une deuxième bosse ici qui vous mélange? Bien, c'est parce que c'est le début de l'autre. Donc, c'est l'onde P, QRS, je vais avoir une onde T plus tard. C'est pour ça qu'ici, ça va se répéter plusieurs fois. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas mélanger les deux ici. Fait que si vous commencez par identifier QRS, vous ne mélangez pas. Première bosse à gauche, première bosse à droite. Et quand on vous demande votre fréquence cardiaque par minute, c'est assez simple. Si vous avez, il faut juste reconnaître le nombre de battements. Donc, une fois que vous avez identifié ici avec là, ça me fait un battement. Vous les comptez donc. Je pars d'ici, exemple, j'ai un battement, un deuxième, un troisième, et vous le comptez pour une minute. Si vous l'avez pour 30 secondes, vous comptez pour 30 secondes, faites x2 pour l'avoir pour 60 secondes pour une minute. Donc, c'est le nombre de battements minute, une fréquence cardiaque, tout simplement. Et je termine avec ce petit tableau qui peut être intéressant si on vous demande d'analyser le CG. En fait, qu'est-ce que vous mesurez sur le CG? Premièrement, vous êtes capable de reconnaître les différentes informations avec les différents signaux électriques, mais en fait, ce que vous mesurez, ce qu'on ne voit jamais là, ici dans ma diapo, et que vous allez voir sur votre ECG, c'est un facteur temps. Donc, vous allez mesurer la durée en millisecondes de l'onde P, de la contraction ici, du segment PQ qui correspond à la contraction des oreillettes. Et c'est ça qu'on mesure le CG. Ce n'est pas simplement de détecter les informations électriques, c'est de mesurer la durée des informations électriques et la durée de la contraction. Est-ce que ça prend trop de temps à faire l'onde P ou la contraction? Est-ce que ça se fait trop vite? Okay? C'est ça qu'on détecte. Et quand vous êtes un expert cardiologue, ce qui n'est pas mon cas du tout, vous arrivez avec les différentes variations de durée à déterminer les types de pathologies cardiaques qu'on pourrait analyser. Je ne vous demande pas d'aller dans la pathologie, je vous demande de rester dans la normale. Donc, les chiffres ne sont pas à prendre par cœur, mais je donne un exemple. L'onde P chez les gens en santé, la durée ici, en secondes, hein, en passant, c'est 0,015 secondes. Si vous voulez le mettre en millisecondes, faites x 1000. Puis si vous êtes en... Oui, voilà, donc x 1000. Donc, peu importe, cette durée-là, c'est chez une personne normale. Si vous avez 0,08, c'est trop court. Si ça prend, je ne sais pas moi, 0,3, c'est beaucoup trop long. Donc là, ça dénote des troubles électriques au niveau du système cardio-nectaire qui pourraient se traduire par des problèmes de contraction cardiaque. Une mauvaise stimulation électrique, mais ça va résulter sur une arythmie cardiaque ou une contraction ou de la tachycardie, bradycardie, dépendamment de ce qu'on a. Mais il va y avoir une problématique à ce niveau-là. Et donc là, vous avez comme, si vous le faites sur vous en labo, vous allez pouvoir comparer vos durées. Bien, on s'amuse, hein? On fait des erreurs. C'est pas les machines qu'on utilise en classe ne sont pas très précises. Ça n'a pas la valeur d'un vrai ECG à l'hôpital, évidemment. Donc, il ne faut pas paniquer si on n'a pas les bons résultats. Mais normalement, si on était dans un hôpital, on comparait comme ça les différentes durées. Et ce qui est sont tous importants, mais le complexe URS particulièrement, quand on a un trouble cardiaque majeur, généralement, c'est qu'il y a un délai qui va se produire dans le QRS qui va être plus grand que 0,12 secondes. Donc là, c'est comme trop long. Ça va faire comme un complexe QRS qui est évasé. J'exagère, mais il serait trop large ici. Donc là, il y a comme un délai et ça va amener un problème au niveau des contractions des ventricules puis évidemment de l'expulsion du sang. Donc, vous pouvez comparer comme ça les valeurs attendues. Fréquence au repos, vous allez voir, on vous dit souvent 70-75. Moi, j'ai un peu de misère. Là, dans les manuels, on dit ça, mais je suis plus proche du 60-80. Puis même là, faire attention. J'ai des étudiants athlétiques qui ont 50 de fréquence normale. J'en ai vu plein parce qu'ils sont juste très en forme. Donc, pour moi, qui n'est plus tellement en forme, si j'ai 50 de battements minute, je suis probablement en bradycardie. Ma fréquence est trop ferme en ce qui me concerne. Mais surtout variable d'une personne à l'autre. Un bébé de 6 mois puis une personne de 85 ans, ça va être différent. Donc, il faut faire attention. Mais normalement, vous devriez vous situer dans un intervalle situé entre 60 et 80.
Ça varie avec le sexe aussi, je l'ai déjà dit en classe, tout ça, mais normalement, on est à ce niveau-là. Si vous êtes à 128 au repos, c'est sûr que ce n'est pas normal. Donc là, c'est autre chose. Et petit calcul intéressant pour vous autres, si vous faites le CG à l'effort, c'est quoi la différence? Mais normalement, c'est la période de diastole qui va raccourcir. Donc, le nombre de battements va augmenter, évidemment. Et donc, après l'onde T, la diastole qui est ici, si j'en fais un comme ça, j'ai une bosse, QRS, donc P, QRS, T, diastole, je recommence. OK? Donc, évidemment, j'ai le P ici, le T, puis le triangle, c'est le QRS. Longue diastole. Quand la fréquence cardiaque augmente, je vous ai déjà dit en classe que la durée de l'onde P, QRS, T est toujours stable. On ne peut pas ajuster ça. Donc, c'est pour ça que la durée va être pareille. Si vous faites un sport intense, ça va être quoi la différence? C'est que c'est la diastole. Je vous l'avais dit en classe, mais c'était peut-être pas clair. Vous allez mieux le voir sur le CG. La durée de diastole va durer moins longtemps. Donc, ça serait au repos. Si vous faites une activité sur le tapis roulant, exemple, si vous êtes à l'Institut de cardiologie, la diastole va être plus courte. Donc, le P, QRS, T, au lieu d'attendre longtemps comme ça ici, c'est plus court. Puis là, on repart tout de suite un cycle. Plus court, on repart un cycle. Et là, ce qui va arriver, c'est que pour le même intervalle ici, si ma diastole est plus courte, je vais pouvoir rentrer un plus grand nombre de cycles. C'est pour ça que votre fréquence cardiaque peut passer de 80 à 100, exemple, si vous faites un sport intense. La seule différence à l'effort, c'est justement la diastole, la période de repos, qui va être raccourcie. Donc, au lieu de se reposer très longtemps, on repart une nouvelle contraction, un nouveau cycle de contraction, évidemment. Et ce que j'allais dire, en fait, ce qui est intéressant pour savoir si vous êtes en forme ou pas, il y a un petit calcul très simple qu'on parle ici, c'est une approximation pour s'amuser, mais on parle de fréquence cardiaque maximale. Comment qu'on estime ça? C'est un facteur arbitraire de 220 moins votre âge. Donc, la fréquence maximale, si vous avez 20 ans, exemple, 220 moins votre âge, vous avez 18 ans moins 18, 20 moins 20, 220 moins 20, mettons, si vous avez 20 ans, ça fait 200. Et là, vous calculez, quand vous faites un sport intense, pas une petite marche, un sport qui vous... Ça dépend de votre condition physique. Ce qui est intense pour vous peut être différent pour l'autre, mais que vous avez vraiment augmenté votre fréquence cardiaque et que ça vous a demandé un effort conséquent, bien là, vous calculez 60 à 70 de votre FC, c'est l'intervalle où vous devez vous situer. Donc, si après un exercice relativement intense, vous êtes à 60-70 de 200, vous êtes en forme, vous êtes correct. Donc, dans le cas du 200 ici, pour ma FC maximale, ça ferait un équivalent, si je fais le calcul, 60 de 200, entre 120 et 140. Donc, en faisant mon sport, si j'ai une fréquence cardiaque de 120 à 140, je suis correct. Si ça monte à 180, c'est trop élevé. C'est-à-dire que je ne suis pas tellement en forme puis que mon cœur pompe trop pour ce que je lui demande, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc, si vous faites le CG à l'effort, c'est un petit calcul qui peut être intéressant pour déterminer votre condition physique en termes de santé vasculaire. Et encore une fois, c'est pour s'amuser, évidemment. Donc, quand je vous demande de le faire en laboratoire, si vous n'arrivez pas à ces chiffres-là, on ne panique pas, ça n'a pas tellement de valeur scientifique. On s'amuse, on fait des erreurs de calcul, nos machines ont une certaine limite, la ventouse a bougé, ça fait une drôle de variation, puis on a toujours des étudiants qui n'ont pas de QRS, pas de complexe P, T, puis qui devraient être morts, puis pourtant ils sont très en forme, donc il faut faire toujours un petit peu attention à ça. Mais je voulais vous le présenter au moins une fois pour vous montrer un peu le type d'analyse et d'information qu'on est capable de faire à partir de l'ECG. Alors, pour résumer, ce que je m'attends de vous, que ce soit sur le plan pratique ou théorique, vous devez être capable, à partir d'un tracé d'ECG, d'identifier les différentes ondes électriques, donc le PQRST, donc capable d'identifier, me dire à quoi ça correspond, dépolarisant ou repolarisant, et de faire le lien avec le système cardio-nectar, donc que je suis au niveau du nœud, des myofibres, des faisceaux, peu importe, et comment ça se traduit d'un point de vue mécanique, donc est-ce que les oreilles se contractent ou se relâchent, donc l'événement du tracé qui se passe un petit peu après. Si vous êtes à l'aise avec l'ensemble de cette information-là, c'est parfait, c'est juste ça que je vous demande en fait. Donc voilà, ça termine la capsule, et si vous avez des questions, bien, comme toujours, vous m'écrivez et je vais vous répondre avec plaisir. Donc on se revoit dans une prochaine capsule.